Le mercredi 22 juillet, à l'occasion de sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo, par la voix de sa ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba, relayant le message du président Félix Tshisekedi, a proposé une nouvelle doctrine sur la gouvernance des ressources naturelles. Pour Kinshasa, ces ressources ne doivent plus être considérées comme des simples marchandises, mais comme des enjeux de souveraineté, de levée de développement et de biens stratégiques dont dépendent la stabilité des États et l'avenir des sociétés. La République démocratique du Congo plaide pour l'émergence d'une nouvelle doctrine internationale qui place la gouvernance des ressources naturelles au cœur de l'agenda de la paix et de la sécurité. Elle devrait s'articuler autour de 6 principes. Le premier est le respect effectif de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Aucun peuple ne devrait voir ses richesses exploitées au profit de groupes armés, de réseaux criminels ou d'intérêts qui échappent à son contrôle. Le deuxième est la transparence des chaînes d'approvisionnement. États producteurs, pays de transit, entreprises, investisseurs et consommateurs partagent la responsabilité de garantir l'origine licite des ressources qui alimentent les technologies du futur. Le troisième est le renforcement des mécanismes de traçabilité, de certification, de diligence raisonnable et de redevabilité, afin de protéger les communautés, de soutenir les États producteurs et de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le quatrième est la lutte contre l'impunité économique. Ceux qui financent les conflits par l'exploitation illégale des ressources naturelles doivent répondre de leurs actes. Le cinquième est la promotion de partenariats justes et mutuellement bénéfiques. Les pays producteurs ne demandent ni faveur ni charité. Ils demandent l'équité, le respect et des partenariats qui créent de la valeur, favorisent l'industrialisation et améliorent durablement les conditions de vie des populations. Et enfin, le sixième est l'ancrage local de cette gouvernance. Les populations vivant au cœur des zones d'exploitation doivent être protégées, associées aux décisions et bénéficier des retombées des ressources qui constituent leur patrimoine. À travers ces plaidoyers, la RDC appelle la communauté internationale à repenser la gestion des ressources naturelles afin qu'elles deviennent un véritable facteur de paix, de développement et de stabilité. Diplomate de carrière, pas seulement. En nommant Nicolas Sheker à Kigali, la Maison-Blanche envoie un signal fort. L'homme connaît parfaitement les rouages de la sécurité internationale et du renseignement américain. Devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, ses récentes interventions sur la gestion des crises africaines témoignaient déjà une méthode, le pragmatisme et la fermeté sur le terrain. L'arrivée d'un profil comme Sheker prouve que les États-Unis ne veulent plus d'une diplomatie purement protocolaire dans les Grands Lacs. On a besoin d'experts capables de lire la situation sécuritaire en temps réel et de faire appliquer les engagements pris. Cette nomination s'inscrit dans une ligne que Washington attend maintenir, la cohérence. Du côté de Kinshasa, le partenariat stratégique avec les États-Unis reste le socle de la recherche d'une paix durable dans l'Est de la RDC. En plaçant un homme de dossiers et de sécurité à la tête de l'ambassade à Kigali, l'administration américaine attend faire peser tout son poids dans la sous-région pour garantir la stabilité et le respect des accords. Nicolas Sheker à Kigali, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Une chose est sûre, pour Washington, la résolution de la crise des Grands Lacs exige désormais une vision claire, informée et sans complaisance. Selon les experts onisiens, l'FC123 aurait mis en place un véritable système de contrôle fondé sur la paix dans les zones qu'il administre. Le communiqué fait état d'arrestations et de détentions arbitraires d'actes de torture, y compris des violences sexuelles, ainsi que des cas de travail forcé et de recrutement forcé des civils. Les experts rapportent également des enlèvements, des incendies criminels et des actes de chantage visant la population locale. Ces pratiques contribueraient à instaurer un climat d'insécurité permanent affectant particulièrement les communautés vivant dans les territoires sous contrôle du mouvement armé. Les experts des Nations Unies se disent particulièrement préoccupés par les informations faisant état de détention des civils dans le lieu secret. Selon eux, plusieurs personnes seraient maintenues dans des conditions extrêmement précaires, sans garantie judiciaire ni accès à une assistance appropriée. Les communiqués mentionnent également plusieurs décès survenus en détention, renforçant les inquiétudes quant au traitement réservé aux personnes arrêtées. Les experts soulignent que ces pratiques constituent de graves violations des droits fondamentaux et appellent à la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement.
Les femmes et les filles parmi les principales victimes. Les Nations Unies mettent également en garde contre l'ampleur des violences sexuelles liées au conflit. Les experts demandent l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les cas signalés afin que les auteurs de ces crimes puissent être identifiés et traduits en justice. Ils insistent sur la nécessité d'assurer une prise en charge adéquate des victimes et de lutter contre l'impunité. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, les experts exhortent toutes les parties à respecter les droits internationaux humanitaires ainsi que les droits de l'homme. Ils appellent également les États et les nations à soutenir les efforts visant à relancer les cessez-le-feu signés en décembre 2025 entre le gouvernement congolais et l'AFC en 23. Pour les experts, celle une désescalade des violences et le respect des engagements pris par les parties permettront d'assurer une meilleure protection des populations civiles particulièrement exposées aux conséquences du conflit. Alors que les ressources naturelles de la RDC méritent d'être élevées au rang du patrimoine mondial, pourtant, cette richesse s'est trop souvent transformée en vulnérabilité. Là où elle aurait dû financer le développement, elle a alimenté la prédation, a déclaré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba. Notre pays compte parmi les plus riches du monde en ressources naturelles. Ses minerais stratégiques, son potentiel hydroélectrique, ses vastes terres arables, son exceptionnelle biodiversité et le bassin du Congo, l'un des principaux puits de carbone de la planète, constitue un patrimoine dont l'importance dépasse largement nos frontières. Pourtant, cette richesse s'est trop souvent transformée en vulnérabilité. Là où elle aurait dû financer le développement, elle a alimenté la prédation, la violence et l'instabilité. Dans l'est de mon pays, la paix durable demeure indissociable de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leurs circuits de financement et de la fin des réseaux qui permettent à des minerais issus des zones de conflit d'intégrer des chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque des ressources stratégiques financent la guerre plutôt que le développement, il ne s'agit plus seulement d'un défi national. Il s'agit d'une menace pour la paix et la sécurité internationale. Un message fort porté devant les conseils de sécurité avec l'ambition de transformer les ressources naturelles en instruments de paix et de prospérité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert le mercredi 22 juillet un atelier de réflexion communautaire sur la restauration rapide de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Cette rencontre de 3 jours réunit les principales parties prenantes afin de définir des solutions pour favoriser le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Dans son allocution, le VPM Jacquemain Chabani a salué les avancées diplomatiques obtenues sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, estimant qu'elle constitue une opportunité de rétablir progressivement l'autorité de l'État dans les zones touchées par les conflits. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner que les avancées que nous enregistrons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent avant tout de la vision et des efforts diplomatiques exceptionnels déployés par le président de la République, chef de l'État, qui a fait de la restauration de la paix, de la défense de l'intégrité territoriale et de la protection des populations congolaises une priorité absolue de son action. Ces instruments réaffirment notamment le principe fondamental selon lequel les forces étrangères et les groupes armés doivent se retirer du territoire de la République démocratique du Congo afin de permettre au gouvernement de la République d'exercer pleinement ses responsabilités constitutionnelles, notamment celles consistant à restaurer l'autorité de l'État, à redéployer les institutions publiques, à garantir la sécurité des populations et à rétablir les services publics sur l'ensemble des territoires concernés. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a enfin invité les participants à formuler des recommandations concrètes pour renforcer la cohésion sociale, soutenir les retours des populations déplacées et accélérer la stabilisation durable des provinces du Nord et du Sud Kivu. La République démocratique du Congo fait face à une aggravation de l'épidémie d'Ebola. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, la maladie a déjà fait 1001 morts
dont 999 en République démocratique du Congo depuis son apparition à la mi-mai. Avec plus de 2470 cas confirmés, cette flambée est considérée comme l'une des plus rapides jamais enregistrées. L'Ituri, qui concentre plus de 90% des cas, reste l'épicentre de l'épidémie. À Bunia et dans plusieurs localités, le virus continue de se propager dans un contexte marqué par l'insécurité, le manque d'infrastructures sanitaires et les difficultés d'accès. La riposte est confrontée à de nombreux défis. Moins de 9% des cas contacts sont effectivement suivis et plus de 60% des décès surviennent avant l'arrivée des malades dans une structure de santé. Les enterrements non sécurisés et les attaques contre les équipes sanitaires compliquent davantage les opérations. Les adultes de 18 à 50 ans sont les plus touchés, tandis que près de 200 enfants ont déjà perdu la vie, selon Save the Children. L'OMS et ses partenaires alertent également sur un important déficit de financement, estimant les besoins à 1,4 milliard de dollars américains pour renforcer la riposte. Les autorités sanitaires craignent afin que le nombre réel des cas soit largement supérieur aux chiffres officiels en raison de nombreux cas non détectés. Malgré les essais de traitement et des vaccins en cours, la situation demeure préoccupante. Le Palou Kinzenga a annoncé sa participation au dialogue national inclusif annoncé par le président de la République, Félix Tshisekedi, tout en posant 3 préalables pour en garantir l'efficacité, à savoir le respect de l'ordre démocratique par l'ensemble des acteurs, l'acceptation par toutes les parties des termes du débat et l'adoption consensuelle d'un agenda. Premier préalable, la responsabilité des acteurs en présence dans le respect de l'ordre démocratique doit être engagée. Deuxième préalable, l'acceptation par les partis au dialogue des termes du débat préalablement définis. Troisième préalable, la conclusion conséquente d'un agenda défini de façon consensuelle. Le parti historique fondé par Antoine Kinzenga estime toutefois que les conditions politiques et sociales du pays ne sont pas réunies pour un bouleversement institutionnel, évoquant une partie du territoire national toujours en proie à la guerre à l'Est, une alternance démocratique encore balbutiante depuis 2018 et une situation économique précaire. Le Palou Kinzenga estime que le moment n'est pas venu pour ouvrir la voie, comme dans un passé récent, à une crise politique et de légitimité en République démocratique du Congo. Pour les Palous, la polarisation actuelle autour du changement de la Constitution du 18 février 2026 risquerait de fragiliser davantage l'unité nationale déjà mise en mal par les conflits et le véhité de balkanisation, plaidant ainsi pour la priorité à la paix et à la concorde nationale plutôt qu'à une réforme institutionnelle jugée prématurée. Le mercredi 22 juillet 2026, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales a procédé à la certification des premiers lots de lithium destinés à l'exportation, marquant ainsi une étape historique pour le secteur minier national. Cette première exportation positionne désormais la RDC parmi les pays exportateurs de lithium, un minerai critique au cœur de la transition énergétique mondiale et indispensable à la fabrication de batteries destinées aux véhicules électriques et aux systèmes de stockage d'énergie. Pour garantir le bon déroulement de cette opération, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales a mobilisé d'importants moyens humains, techniques et logistiques afin d'assurer une certification rigoureuse, conforme aux normes en vigueur et répondant aux exigences du commerce international. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kintunga, a salué le professionnalisme, l'engagement et la collaboration des agents et cadres du CESC qui ont contribué avec efficacité au processus de certification et de la première cargaison de lithium de la société Manono Lithium. Cette réalisation marque une avancée majeure dans la valorisation des ressources minières de la République démocratique du Congo et témoigne de la volonté des institutions nationales d'accompagner le développement d'une industrie minière moderne, transparente et compétitive au service de la croissance économique du pays. La Coupe d'Afrique des Nations franchit un nouveau cap. La Confédération africaine de football a décidé de porter de 24 à 28 le nombre de sélections qualifiées pour la phase finale de la compétition à partir de l'édition 2027. L'annonce a été faite mercredi 22 juillet par le président de la CAF, Patrice Motsepe, à l'issue d'une réunion du comité exécutif.
Cette réforme s'appliquera dès la CAN 2027 prévue du 19 juin au 17 juillet et qui sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, une première dans l'histoire de la compétition. Selon Patrice Motsepe, cette extension vise à offrir davantage d'opportunités aux nations africaines et à inscrire dans l'ambition de bâtir un football africain de classe mondiale. Le patron du football africain s'est également dit confiant quant à la capacité des 3 pays hôtes à relever le défi de l'organisation. Il s'agit de la deuxième réforme majeure du format de la CAN en moins de 10 ans. Après le passage de 16 à 24 équipes en 2019, 4 sélections supplémentaires prendront désormais part à la phase finale, renforçant ainsi la représentativité des 134 fédérations membres de la CAF. Le détail du nouveau format, notamment le nombre de groupes et des rencontres, seront communiqués ultérieurement. Les éliminatoires de la CAN 2027 se dérouleront de septembre 2026 à mars 2027. Pendant des années, le milliard de la sous-traitance à RDC ont échappé aux Congolais. Mais les règles du jeu ont changé. Découvrez l'homme qui ouvre de force les portes de l'économie aux entrepreneurs locaux. Pedro Belechai Kassanda, à la tête de l'ARSP, il mène une véritable révolution économique. Sa mission, faire respecter la loi pour que le marché des géants miniers et industriels revienne des droits aux entreprises congolaises. Fini les temps où notre peuple était spectateur de sa propre richesse. Place à l'émergence d'une vraie classe moyenne. Il prouve que la souveraineté ne se déclame pas, elle se gagne sur les terrains du droit et des affaires. En connectant la jeunesse aux opportunités réelles, il transforme le potentiel de la nation en millions de réussites concrètes. La richesse de ces pays vous appartient. Ne demandez plus la permission de réussir. Formez vos entreprises, saisissez vos marchés et bâtissez le Congo de demain. Abonnez-vous sur Congo 24.